Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation, en fait une brève présentation de la plateforme Aqlam. Donc, nous allons faire cette présentation en trois parties. La première partie, nous allons parler de la plateforme Aqlam, à quoi ça correspond, comment ça a été monté et c'est quoi les objectifs et les services qui sont offerts à travers cette plateforme. Et un deuxième point, c'est la structure d'un site type pour une institution, là, comment ça se passe, comment il est organisé, un site. Dans une deuxième partie, on va parler de la gestion des cours et d'une classe. Donc, on va aller à l'intérieur d'une cours, d'une classe, puis que c'est quoi les éléments, les modules qu'on peut utiliser pour donc la gestion de ces cours-là ou de ces classes. Et dans une troisième partie, on va parler donc des outils de vidéoconférence pour les classes virtuelles ou l'enseignement à distance, et aussi de l'espace Aqlam, donc un espace qui permet donc d'accéder à des formations, à des supports par rapport à la plateforme donc Aqlam. Donc, on va commencer tout de suite par une présentation de cette plateforme Aqlam. Donc, Aqlam, c'est une plateforme, on est parti d'un logiciel libre qui s'appelle Modo. Ce logiciel libre, en open source, comme on dit, il existe depuis plusieurs années. Je pense que c'est depuis 18 ans, au minimum depuis 15 ans. Et c'est une plateforme, c'est un logiciel qui est utilisé à travers le monde. Donc, comme vous le voyez sur leur site, les différentes statistiques, donc, il est dans 241 pays, donc d'à peu près 232 millions d'utilisateurs à travers le monde, 30 millions de cours qui sont à travers qui sont gérés à travers donc ce logiciel-là, puis environ 160 000 sites. Donc, au niveau du Canada, par exemple, donc il y en a à peu près 2000, plus que 2600 sites qui sont enregistrés. Quand on crée un site avec ce logiciel-là, on peut s'enregistrer. C'est pas obligatoire, mais on est invité à s'enregistrer, c'est ce qui permet donc de sortir ce genre de statistiques. Donc donc c'est une plateforme, comme je dis, qui est utilisée à travers le monde. Et derrière cette plateforme ou ce logiciel-là, il y a toute une communauté donc de développeurs, des gens qui font le support et l'utilisateur aussi, ce qui permet donc d'avoir tout un soutien à travers cette communauté-là en cas de besoin. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau du Canada, donc il est utilisé à travers différents types d'institutions. Ça peut être des universités, des cégeps, des écoles ou des associations aussi. En fait, ce logiciel-là s'insère dans la catégorie de ce qu'on appelle en anglais des LMS, Learning Management System, donc des systèmes de gestion des apprentissages. Donc partout, il y a cette notion d'apprentissage ou de diffusion du savoir-faire ou des connaissances. Donc, il y a ce genre de logiciel qui est utilisé pour permettre aux gens donc d'accéder à ces connaissances-là, puis d'avoir un apprentissage, que ça soit à travers des cours donc réguliers comme les écoles, les universités, ou la formation continue, ou tout simplement donc une sorte de banque de connaissances, de ressources. Ces ressources, ça peut être des vidéos, ça peut être des outils, un contenu pédagogique euh, pour permettre, comme je disais, donc aux personnes d'accéder puis à ces connaissances-là. Donc plusieurs, comme je disais, donc Cégep utilisent cette plateforme. Ici, à Montréal, il y a par exemple l'UQAM, il y a l'Université de Concordia qui utilise aussi cette plateforme-là pour la gestion de l'apprentissage. Alors, une mise au point aussi à faire qui me semble importante, c'est pas une plateforme qui a comme premier objectif la gestion de tous les aspects d'une école. Donc, il y a des plateformes qui font ça, donc ils vont gérer aussi bien l'apprentissage, les cours, les classes, que les états financiers, la bibliothèque, le dortoir, le transport scolaire, etc. C'est pas l'objectif premier de ce logiciel-là. Comme je dis, le premier objectif, c'est la gestion de l'apprentissage à travers des cours et à travers les classes. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a pris ce logiciel,
Puis on l'a dans un premier temps donc adapté aux besoins des institutions, donc des écoles. Donc on a dans notre équipe des personnes comme on dit, qui sont sur le terrain, qui travaillent dans l'enseignement, puis aussi qui sont impliquées dans la gestion plus spécialement peut-être les écoles de fin de semaine, de langue arabe ou autre. Et donc, on a été chercher dans ces logiciels-là les différents modules, les différentes fonctionnalités qui répondent à ces besoins-là, puis qui apportent le plus de valeur ajoutée. C'est un logiciel qui est très riche. En même temps aussi, ça va avec. Donc, il est complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc, on l'a adapté, puis on a simplifié l'interface, on a simplifié les fonctionnalités. Donc, on a choisi les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur ajoutée, puis tout en donnant aussi la possibilité aux gens qui veulent aller plus loin, donc d'utiliser des outils ou des modules plus avancés. Donc, ça, c'est la première chose, une simplification, puis aussi une adaptation aux besoins des écoles, surtout les écoles avec des enfants et les écoles, par exemple, de fin de semaine. La deuxième chose, c'est que nous avons ajouté des modules qui sont externes à cette fondation, donc le logiciel là, de fondation. Par exemple, c'est donc tout ce qui est la gestion des présences, donc c'est un module externe. Et un autre exemple, ce sont les classes virtuelles et l'enseignement à distance. Donc on a intégré une plateforme de vidéoconférence pour permettre donc la gestion des classes virtuelles tout en s'intégrant avec le logiciel de gestion des cours et des classes. Donc on va voir ça quand on sera rendu à cette partie-là donc tout ce qui est gestion des classes virtuelles et l'enseignement à distance. Donc vous allez voir de quoi on parle quand on parle d'une intégration. Donc c'est pas un outil externe qu'on utilise à côté d'un logiciel pour gestion des cours. Les deux sont intégrés, les deux se parlent et donc le logiciel, le module de vidéoconférence, il est capable de reconnaître certaines fonctionnalités du logiciel de gestion des cours et des classes. Donc, capable, exemple, bon, je peux vous donner ça tout de suite, il est capable de reconnaître que tel, c'est un enseignant ou une enseignante, donc il va présenter une interface pour l'enseignant ou l'enseignante qui est différente de l'interface qu'il va présenter à un étudiant ou à un élève. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers donc le logiciel de gestion des cours, que tel a un rôle d'enseignant-enseignante, puis telle autre personne a un rôle d'étudiant-d'élève. Donc ça, c'est un exemple, entre autres, d'intégration entre le logiciel de vidéoconférence, le module de vidéoconférence, et le logiciel qui permet de faire la gestion des cours et des classes. Donc ça, c'est essentiellement les adaptations qu'on a fait. Puis quand on parle de la plateforme Arclam aussi, c'est un ensemble de services. Donc il y a un service de conseil pour conseiller les établissements et les personnes qui sont intéressées par la plateforme, de les conseiller comment utiliser, comment tirer profit de cette plateforme-là, comment aller chercher les fonctionnalités les plus pertinentes par rapport à leurs besoins. Et aussi, donc, il y a un service de formation, bien sûr, de coaching. Il y a des capsules vidéo que nous avons développées pour permettre aux gens d'y revenir et puis d'aller directement donc, à la fonctionnalité qui les intéresse et de suivre pas à pas comment configurer, comment utiliser telle ou telle autre fonctionnalité. Donc, c'est un ensemble. Ce sont des modules, des logiciels, mais aussi des services qui font donc la plateforme Arclam. Et la plateforme Arclam offre les services suivants qu'on a essayé de classer en 4 volets. Donc la gestion, comme on a dit, des cours et des classes, les classes virtuelles et l'enseignement à distance, gestion du contenu pédagogique, on va en parler, donc qu'est-ce qu'on entend par contenu pédagogique. Donc c'est l'ensemble des activités qu'on va créer pour supporter les cours et les classes. Donc ça fait, le logiciel permet de gérer ce contenu-là, puis permet de gérer aussi l'accès au contenu, et permet aussi donc de faire un suivi de la progression de l'étudiant dans l'utilisation de ce contenu. Et quatrième volet, puis il y a
ce qu'on appelle un espace. On peut mettre en place à travers cette plateforme-là des espaces de collaboration et d'apprentissage qui sont plus destinés aux enseignants, aux enseignantes ou des gens qui font une diffusion, comme j'ai dit, ou un échange ou à une distribution d'un contenu pédagogique à travers ces espaces-là. On va voir un exemple, un premier exemple qu'on va voir, c'est ce qu'on a appelé une salle des profs, une salle des professeurs virtuelle, où à travers cette salle des profs, donc c'est un espace de collaboration, d'apprentissage, où on peut mettre des formations pour les enseignants, les enseignantes, on peut distribuer bien sûr des documents, on peut distribuer des liens utiles, des ressources et aussi des forums pour permettre que ces professionnels puissent échanger entre eux. Donc ça, c'est le quatrième volet de cette plateforme-là. Donc on va essayer à travers donc cette présentation de vous donner une idée, donc un aperçu de ces 4 volets-là. On va commencer par le premier volet qui concerne la structure d'un site. Une fois un site est monté avec cette plateforme-là. Donc juste pour rappeler aussi avant de rentrer dans la structure d'un site qu'il y a différentes façons de déployer donc la plateforme. Donc on peut créer un site dédié à un établissement. Donc le site va être dédié à l'établissement, va avoir son propre site, sa propre base de données des utilisateurs. Ou alors on peut aussi donc assigner des classes ou créer des classes ou des cours spécifiques à un établissement ou à des individus qui n'ont pas besoin d'un site dédié, mais qui veulent avoir peut-être juste une classe. Exemple, les gens qui donnent des tutorats, puis qui veulent avoir un espace pour pouvoir gérer la classe, gérer le cours, sans avoir besoin de toutes les fonctionnalités d'un site dédié. Dans ce cas, ils vont pouvoir partager. On a un site central, donc pour la plateforme Acclam, où on peut partager les cours. Donc chacun, bien sûr, a ses cours, il a accès à ses cours, mais le site, il est partagé. Donc on a ces deux types de mise en place, soit un site dédié, soit avoir donc des espaces réservés, mais dans un site qui, lui, il est partagé. Donc, si on regarde l'exemple d'un site dédié, en fait, le site dédié, il est structuré sous forme de niveaux et de catégories, puis aussi de contexte. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on a le niveau le plus haut, c'est le site. Là, j'ai mis une illustration. Ça, c'est ce que vous avez à gauche, ce sont les concepts. Puis à droite, vous avez une illustration. Donc, on peut décider que le site, ça va représenter l'école. Donc, l'ensemble de l'école. Exemple ici, c'est une école de fin de semaine. Donc, l'école, ça sera le site. Donc, et les catégories, la notion de catégorie, on va utiliser ce concept-là pour distinguer, exemple ici, entre des cours qui se donnent le samedi et des cours qui se donnent le dimanche. Puis sous chaque catégorie, donc on a des cours ou des classes qu'on associe à la catégorie. Donc chaque cours, il est attaché à une catégorie donnée. Donc notre exemple, donc on va avoir des classes. Donc les classes du samedi vont être attachées à la catégorie cours du samedi. Et les classes de dimanche vont être attachées à la catégorie cours du dimanche. Donc, qu'est-ce que ça peut permettre de faire à part donc de catégoriser les classes ou les cours? Ça a beaucoup de fonctionnalités parce que chaque niveau ici, ça va définir un contexte. Donc, il y a un contexte, on va appeler ça le contexte école. Il y a un contexte qui correspond au cours du samedi et un contexte qui correspond à chaque classe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous donne un exemple. On veut envoyer un message. Donc, on va se poser la question, est-ce que ce message, ça concerne tout le monde dans l'école? Est-ce que ça concerne uniquement les gens qui participent au cours de dimanche? Ou est-ce que ça concerne uniquement donc une classe donnée, on va dire par exemple la classe 3? Donc ça définit des contextes. Donc, si le message est pour l'ensemble de l'école, le message ou l'annonce va être défini à ce niveau-là. Si par contre, le message concerne uniquement les cours du dimanche, donc le message ou l'annonce va être fait dans le contexte des cours du dimanche. Comme ça, c'est uniquement les
ceux qui participent, donc classe 3, classe 4, et les gens qui contribuent donc au cours du dimanche, les enseignants, les enseignantes, les bénévoles, etc. Tout le monde qui est concerné par les cours de dimanche, c'est eux qui vont recevoir le message. Du côté des cours du samedi, ils vont pas recevoir cette annonce parce que ça les concerne pas. Bien sûr, l'inverse est vrai. Si je fais une annonce au niveau des cours du samedi, donc c'est uniquement les personnes concernées par les cours du samedi qui vont la recevoir, mais pas du côté des cours du dimanche. La même chose si je fais l'annonce au niveau dans le contexte d'une classe. Donc cette annonce-là, elle va être reçue par les participants à la classe. Par exemple, si je fais ça au niveau classe 3, donc ça va être les participants classe 3, participants étant enseignants, enseignantes, enseignants assistants, les élèves et les parents. Et donc c'est uniquement ces participants-là qui sont concernés par la classe numéro 3 qui vont recevoir cette annonce, mais pas les classes 4, classe 2, classe 1 parce qu'ils sont pas concernés. Donc chaque niveau ici, chaque boîte ici, ça définit un contexte et ce contexte est utilisé à travers le site pour pouvoir distinguer et pour pouvoir faire une ségrégation au niveau de plusieurs donc modules. On a donné l'exemple de module de communication, donc l'envoi d'annonces, de messages. La même chose est applicable par exemple au niveau des événements. Donc on peut aussi bien définir des événements au niveau de l'école qu'au niveau du cours du dimanche ou au niveau d'une classe. Et en fonction du contexte qu'on a choisi pour l'événement, donc c'est uniquement les personnes qui participent à ce contexte-là, qui sont concernées par ce contexte-là, qui vont recevoir l'événement et que l'événement va s'afficher dans leur agenda. Donc si je crée un événement pour la classe 3, encore une fois, ça va être dans l'agenda des enseignants, enseignantes, des parents, des élèves de la classe 3, mais ça ne va pas figurer dans les agendas de classe 4, 2 ou 1. Si je crée un événement au niveau de l'école, par exemple, début des cours, exemple, ça va figurer dans l'agenda de tout le monde. Donc, tout le monde qui est concerné par l'école, il va voir cet événement-là. Ils vont recevoir une notification par rapport à cet événement-là parce que ça concerne tout le monde, parce qu'on l'a mis au niveau le plus haut. Donc, je pense que c'est un concept très important. Quand on a compris ce concept-là, on peut l'utiliser vraiment pour... Le but, c'est envoyer l'information, envoyer la communication aux personnes concernées et uniquement aux personnes concernées. Il n'y a pas une diffusion, que tout le monde reçoit tout, puis à un moment donné, on en reçoit trop, puis trop d'informations. Parfois, quand on reçoit l'information qui nous concerne, on fera peut-être pas attention, on fera pas attention à l'information comme il faut. Donc ici, on envoie l'information aux personnes concernées et uniquement aux personnes concernées. Une autre illustration, donc ça c'est un exemple, comme je dis toujours, donc les concepts sont à gauche, puis à droite il y a une configuration, une façon de mettre ça en place. Donc ici c'est une autre façon qui a été mise en place dans un centre. Donc au niveau le plus haut, ils ont choisi que ça va représenter le centre au complet. Puis le centre, il a deux écoles. Il a une école de coranique et il a une école d'arabe. Donc qui sont séparés, qui ont des gestionnaires qui sont séparés. Donc avec ce concept-là aussi, donc on peut assigner un gestionnaire pour l'école arabe qui va gérer l'école arabe et tout ce qui est au-dessous, et un gestionnaire différent pour l'école coranique qui va gérer donc l'école coranique et tout ce qui est au-dessous. Et il y a un ou plusieurs gestionnaires au niveau du centre qui vont gérer l'ensemble donc du site, de tout ce qui est en lien au site, puis tout ce qui est partagé entre les deux catégories ici, donc l'école coranique et l'école arabe. Un exemple de ce qui est partagé, c'est par exemple la base de données des utilisateurs. Parce que tout le monde est d'abord un utilisateur dans le site, donc il y a un compte. Donc cette base de données, elle est au niveau du centre et elle est partagée par l'école arabe et l'école coranique. Pour la question pourquoi, un exemple, c'est que le même utilisateur peut assister à des cours d'arabe, il peut assister aussi à des cours de l'école coranique. Donc la gestion des utilisateurs, c'est une gestion qui est partagée, qui est au niveau le plus haut.
alors que la gestion des cours et des classes, elle est au niveau de chaque catégorie, et l'assignation des utilisateurs aux classes, elle se fait au niveau de chaque catégorie, respectivement. Donc, comme je disais, c'est un concept important, qui est très très utile, puis qui ça permet de faire la ségrégation au niveau des communications, au niveau des événements, au niveau des droits. Là, comme on disait tout à l'heure, il y a un gestionnaire pour chaque catégorie, donc chacun va gérer son espace à lui, et que ça n'interfère pas avec l'espace, l'autre espace à côté. Donc là, on va se rendre tout de suite dans le site pour voir comment ceci est présenté et comment ça peut être mis en place. Donc ici, c'est un site démo qu'on utilise. Puis ici, je suis connecté donc en tant que gestionnaire. Donc il y a plusieurs rôles sur le site. Donc gestionnaire, c'est typiquement ça peut être le directeur de l'école. Donc c'est la personne qui va gérer en fait les utilisateurs, le niveau le plus haut, comme on parlait du site, ou alors donc il va gérer une catégorie avec tous les cours et toutes les classes qui sont attachées à cette catégorie-là. Et quand on va se rendre dans le site d'administration du site, donc qui est bien sûr donc qui est accessible uniquement aux gestionnaires. Donc là, vous voyez, il y a un menu, donc il y a plusieurs choses. On va pas passer à travers tout, mais on va aller regarder l'essentiel. Donc si on regarde au niveau des utilisateurs, la gestion des utilisateurs, donc c'est ici qu'on accède à la liste des utilisateurs. Donc comme je disais tout à l'heure, chaque personne, pour accéder au site, la personne doit avoir un compte. Donc si l'option qu'on a pris ici, ce sont ce qu'on appelle des sites fermés. Ça veut dire que c'est pas un site qui est ouvert au public. Donc, dès qu'on arrive sur le site, on va nous demander de se connecter. Donc, il faut avoir un compte pour pouvoir rentrer dans le site. Et pour pouvoir rentrer dans le site, donc avoir un compte, il faut qu'on existe en tant qu'utilisateur, que quelqu'un a créé le compte pour nous. Donc, ce sont les gestionnaires qui créent les utilisateurs, les comptes d'utilisateurs. Donc, ici, on voit la liste des utilisateurs. Si on va en ajouter d'autres, donc, on accède au menu Ajouter des utilisateurs. Puis donc, il y a un formulaire avec le profil de l'utilisateur. On peut ajouter, donc, bien sûr, le nom d'utilisateur. On peut ajouter les informations de base, le nom, prénom. On peut ajouter un numéro de téléphone. Et on peut aussi activer tout de suite, donc le site permet de activer tout de suite un envoi d'un email à l'utilisateur pour lui présenter, donc envoyer donc le lien pour le site, lui envoyer donc les informations pour se connecter avec son nom d'utilisateur, un mot de passe temporaire et forcer aussi l'utilisateur à changer son mot de passe temporaire dès la première connexion. Donc tout ça, ça se fait au niveau de la gestion des utilisateurs. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On a une liste d'une centaine d'élèves donc qu'on a récupéré à travers donc les formulaires d'inscription qui sont gérés par les écoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va falloir les rentrer manuellement un par un? Non. Il existe une option qui permet d'importer une liste d'utilisateurs. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'aller chercher, mettons, on a les utilisateurs dans un fichier Excel. On va aller choisir ce fichier. Donc, il y a un format, il y a un gabarit à suivre. Mais une fois qu'on a organisé toutes les données, on les a copiées dans le format. On peut importer l'ensemble donc de ces personnes-là, donc des élèves, s'il s'agit d'élèves. Ou s'il s'agit d'une liste d'enseignants-enseignantes, on peut aussi importer une liste d'enseignants-enseignantes. On peut importer la liste. Pas juste ça, on peut importer la liste. Ils vont tous recevoir automatiquement, donc, comme je disais tout à l'heure, un courriel les invitant à se connecter avec leur nom d'utilisateur et avec un mot de passe temporaire. Et aussi, on peut les assigner directement à leur classe. Donc, on va voir ça tout à l'heure quand on va parler d'une classe. Donc, chaque classe est là un identifiant. Donc, il suffit de mettre dans le fichier Excel devant le nom de chaque. Donc, on ajoute une colonne, on met devant le nom de chaque élève le code de la classe.
Et une fois qu'on fait l'importation, donc le système, il va aller regarder dans cette colonne-là et puis il va assigner les élèves à leur classe respective. Donc tout ça se fait dans une seule opération où on peut importer donc l'ensemble des élèves. Donc ça permet de créer des comptes utilisateurs et ça permet de les assigner à leur classe. Une fois que ça c'est fait, donc on a nos utilisateurs, donc il y a la partie qui est la gestion des cours et des catégories. Donc comme je disais tout à l'heure, donc dans notre exemple, ici on voit qu'on a créé plusieurs catégories. Donc entre autres, il y a les cours du samedi. Donc si on suit l'exemple de tout à l'heure, les cours du samedi, c'est une catégorie. Une autre catégorie, ce sont les cours du dimanche. Puis dans chaque catégorie, quand on clique sur une catégorie, on voit ici à droite qui sont les classes ou les cours qui ont été créés puis qui correspondent à la catégorie. Donc si on s'en va dans la catégorie cours du dimanche, donc on voit qu'il y a des cours ici qui ont été créés puis qui sont associés à cette catégorie. Si on regarde au niveau des cours, si on veut ajouter un cours, donc on fait ici bien sûr donc l'option créer un cours. Et quand on crée un cours, on a plusieurs options. Donc c'est tout un menu qu'on va pas passer à travers parce que seul ça va prendre beaucoup de temps pour passer à travers les différentes options qu'on a. Mais je vais m'arrêter peut-être plus au niveau donc ici, comme je disais tout à l'heure, donc il y a un nom abrégé qu'on donne au cours ou un identifiant. Puis c'est ce nom-là, ce nom abrégé, qui permet qu'on va utiliser, par exemple, dans le fichier Excel pour faire l'assignation, la correspondance entre les élèves et les cours. Et c'est ça que quand on fait l'importation, ça permet au système de assigner automatiquement les utilisateurs, donc les élèves, à leur classe. Donc c'est le nom abrégé qu'on choisit ici quand on crée un cours qui sera utilisé pour l'assignation. L'autre chose aussi peut-être intéressante aussi au niveau à mentionner ici au niveau des cours, c'est qu'on a différents formats. Donc il y a un format qu'on appelle hebdomadaire, c'est-à-dire le cours, il va être la page d'un cours, elle va être constituée de semaines. Donc une semaine à la fois. Donc on va avoir différentes sections dont on va le voir tout à l'heure. Différentes sections, chaque section correspond à une semaine. Et on peut commencer avec 4 semaines, comme on peut planifier toutes les semaines de l'année scolaire d'un seul coup. Donc, bien sûr, si on en met 4, par la suite, on a la possibilité d'en rajouter au fur et à mesure. Donc, il va commencer par 4 semaines, mais on peut en rajouter. Si on met toutes les semaines d'un seul coup, donc on va avoir un cours avec toutes les semaines de l'année scolaire qui sont déjà, qui vont apparaître dans la page du cours. Donc, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est peut-être les choses essentielles. Il y a des choses concernant l'apparence, comment on voit ça, comment ça va apparaître. Il y a une autre notion aussi de groupe. En fait, c'est que à l'intérieur d'un cours ou d'une classe, on peut créer des groupes. Donc, on peut avoir par exemple groupe A, groupe B, avoir des devoirs, des activités pour groupe A qui sont différents des activités et des devoirs pour le groupe B par exemple. Donc, il y a cette possibilité. Si on a besoin, on peut créer donc des groupes à l'intérieur d'une classe ou d'un cours. Donc, je vais revenir ici juste pour vous montrer ça a l'air quoi. Donc, une fois qu'on rentre à l'intérieur d'une classe, on va essayer de prendre un exemple ici qu'on a déjà pas mal de contenu. Donc, ici, je vais aller afficher donc le cours. Donc, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est un cours qu'on a choisi, par exemple, mettre l'année d'inscription, le niveau, puis S comme samedi 1, c'est parce que la première classe de ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, donc il y a une première section dans un cours. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est ce que les enseignants et les enseignantes vont voir aussi. Et en partie, c'est ce que les élèves vont voir à quelques différences près. Je vais les spécifier tout à l'heure. Donc il y a la section ici, ce qu'on appelle la section générale. C'est la première ici. Puis après, comme vous voyez ici, on a choisi un format où le cours il est organisé par semaine, une semaine à la fois. Alors, je disais qu'il y avait d'autres formats, donc on peut organiser le cours avec des sections, puis chaque section correspond à un thème donné plutôt qu'à une semaine.
Donc c'est possible, quand on crée le cours, on va choisir format par thème. Donc ça va nous donner un ensemble de sections, puis c'est à nous de choisir le titre de chaque section. Il y a d'autres formats, on peut avoir un format où on a un seul thème. Donc l'ensemble du cours, c'est un seul thème, c'est possible. Donc on peut choisir entre différents formats pour organiser le cours. Donc ici, on va continuer avec l'exemple d'un cours qui est organisé par semaine, une semaine à la fois. Donc déjà une chose, c'est que les sections ici, qui sont toutes visibles aux gestionnaires bien sûr, mais aux enseignants, aux enseignantes, on peut décider pour une section donnée de cacher la section aux étudiants. Exemple, ici on a la semaine du 12 septembre et la semaine du 19 septembre, ils sont visibles. Par contre, la semaine du 26 septembre et la semaine du 3 octobre, on a décidé de les cacher. Vous voyez ici, il y a une mention qui sont cachées pour les étudiants. Donc, on peut préparer mettons les cours à l'avance. On peut commencer à mettre du contenu dans chaque semaine, tout en cachant ce contenu vis-à-vis des élèves, des étudiants, jusqu'à temps que ça soit l'heure. Puis là, c'est juste avec on clique, puis on le rend visible. Ils vont pouvoir voir le contenu. Quand il est caché, ils vont voir juste le titre, c'est-à-dire ici, la semaine, 26 septembre au 2 octobre, mais ils verront pas le contenu de chaque semaine. Si on revient ici, donc à la section générale, on va passer à travers donc ces éléments-là, qui sont probablement les éléments qui vont être les plus utilisés. Mais avant cela, donc on va regarder ici, si on veut regarder, donc l'enseignant veut regarder les participants à cette classe. Donc là, on est dans le contexte d'une classe. Il suffit donc de cliquer ici sur participants. D'ailleurs aussi, en passant, ça c'est un menu qu'on peut restreindre, où on peut donc avoir les détails. Et aussi, de l'autre côté, côté droit, on a aussi des blocs, ce qu'on appelle des blocs, qu'on peut afficher ou donc restreindre avec ça. L'interface aussi, pendant qu'on parle de l'interface, donc on peut avoir les menus affichés en anglais, en français ou en arabe. On a aussi les notifications. Chaque fois qu'il y a une notification, elle va être affichée ici. Donc, il y a plein de notifications selon certains critères qu'on a programmés. Exemple, en tant que gestionnaire, je peux planifier de recevoir une notification lorsqu'un élève est absent 3 sessions de suite. Donc là, effectivement, je vais recevoir ici une notification qui m'indique que tel élève, il a été absent 3 fois de suite, et que je peux prendre une action par rapport à cette notification. Il y a un système ici de communication comme un chat, c'est comme un WhatsApp, qui permet donc différentes communications. Donc, le directeur peut communiquer avec les enseignants, les enseignantes. Ça peut se faire en mode synchrone ou asynchrone. Ça veut dire si la personne est connectée, on peut parler directement, ou sinon donc on peut laisser des messages. Donc, comme je disais, ça peut être le directeur de l'école ou le gestionnaire vis-à-vis des enseignants, les enseignants, les enseignantes entre elles et entre eux et entre elles, les enseignants, les enseignantes vers la direction ou les parents vers les enseignants, les enseignants, les enseignantes. Par contre, les élèves peuvent pas utiliser ça pour communiquer entre eux. C'est une option qu'on a choisie pour que ça soit pas utilisé comme un moyen pour déconcentrer les élèves et qui passent leur temps donc à communiquer à travers cet outil-là de chat. Par contre, l'enseignant, parce que ça m'a été posé la question, l'enseignant peut ajouter comme activité un chat qu'il peut contrôler pour parler d'un thème choisi. Mais là, l'enseignant, il a le contrôle, puis il peut le désactiver une fois qu'il juge qu'il n'y a plus besoin d'avoir le chat. Lui, c'est un outil de communication qui est intégré, qui est présent pour tous les utilisateurs, contrairement au chat en tant qu'activité d'un cours qu'on peut créer, puis l'enseignant a le contrôle là-dessus. Donc, on revient au cours, donc pour voir la liste des participants. Donc, comme je disais tout à l'heure, on clique sur participants et on a la liste ici de tous les participants.
Je parle de participants, comme vous voyez, les participants, ce sont les étudiants ou les élèves, donc ceux qui ont un rôle d'étudiants, mais c'est aussi l'enseignant, les enseignants et les enseignantes. Participants, ça veut dire toutes les personnes qui sont concernées par le cours ou par la classe. Donc on peut les voir ici, on peut faire des filtres, on peut faire plusieurs choses. On peut rentrer dans le profil d'un étudiant pour avoir plus de détails. Donc ici par exemple, si on prend cet élève-là, donc là on a certaines vues déjà tout de suite de certaines informations, numéro de téléphone, date de naissance, le nom des parents, et on peut accéder. Ici en tant que gestionnaire, on peut modifier le profil. Donc, on peut accéder au profil détaillé de l'élève, puis un certain nombre de rapports, on va y revenir, qu'on peut regarder. On peut voir aussi ici des informations de connexion, quand est-ce que l'utilisateur, la dernière fois qu'il a accédé au site. Et ici, les badges, donc on va en parler tout à l'heure, donc on va voir les badges. Donc, on a des informations sur les élèves là qui participent à la classe, à travers ce menu-là qui est les participants. Donc, si nous retournons au cours, donc je vais revenir ici à cette section générale. Donc, la première chose, on a une section qui est la section annonce. Donc, c'est la section qu'on utilise pour envoyer des annonces, pour mettre en place des annonces. Donc, l'enseignante va utiliser cette section, il va mettre une annonce, exemple, annoncer que, comme ici un exemple, pour dire que les 2 prochaines sessions vont être utilisées pour faire une révision générale. Donc, l'enseignant va rentrer l'annonce ici, et automatiquement, donc, l'annonce va être envoyée à tous les participants à la classe. Donc, ça veut dire, c'est tous les élèves. Et comme ici dans ce déploiement, donc le compte d'utilisateur des élèves est partagé avec les parents. Donc les parents ont accès au compte des élèves, de leurs enfants. Donc les parents vont recevoir donc cette annonce. Et l'annonce, il est toujours visible donc dans le cours. Quand on rentre dans le cours, dans les généralités, on peut accéder aux annonces, que ce soit les parents, les élèves, ou les enseignants, enseignantes, ils peuvent, quand je dis enseignant, enseignante, qui est assigné à cette classe, ils peuvent voir donc la liste des annonces. Il y a la possibilité de prendre les présences, donc ça c'est très facile, donc on va cliquer sur les présences et automatiquement on est présent, le système le présente la session qui est en cours. Donc là, vous voyez ici, c'est la session de la semaine, donc du 3 octobre 2020. Donc comme ça, on peut accéder directement et aller prendre les présences pour la session qui est en cours. Ici, quand vous voyez, c'est un peu différent parce que on a déjà utilisé cet exemple-là pour rentrer les présences. Mais là, je vais aller voir les autres sessions. On va aller voir toutes les sessions qui sont programmées. Donc, on peut voir toutes les sessions. Vous voyez, on peut avoir toutes les sessions qui sont déjà programmées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, ici, pour des fins de démo, on a déjà utilisé ces sessions-là. Mais normalement, quand l'enseignante, elle est présentée par la session qui est en cours, elle va être sous ce format-là. Donc, juste à cliquer ici sur la flèche. Et ça va permettre d'aller avoir la liste de tous les élèves ici, et de pouvoir prendre les présences. Donc ici, on a pris un exemple, on a 3 états, donc présent, retard ou absent. On peut ajouter d'autres états, donc tout ce qu'on présente ici que vous voyez, on peut le configurer différemment, on peut ajouter retard motivé, retard non motivé, absence non motivée. On peut en ajouter d'autres. Et pour prendre les présences, donc on peut dire, ok, on va mettre tout le monde présent par défaut et on va juste noter ceux qui sont absents. Donc par exemple ici absent. Et une fois qu'on a on a complété ça, donc il suffit juste d'enregistrer les présences et c'est fait. Donc les présences ont été enregistrées. On a un rapport au niveau des présences par rapport à la classe qu'on peut sortir. On peut avoir un rapport par élève et aussi l'information présence, elle est disponible aux parents quand ils vont se connecter
sur la classe, ils vont voir, donc il y a un rapport de présence. Plus que ça, c'est que si on décide que la présence fait partie de l'évaluation, donc on peut assigner des notes. Exemple, de dire celui qui est présent, il a 2 points, celui qui est en retard, il a 1 point, puis celui qui est absent, il a 0 point. Donc le système automatiquement va accumuler donc ces points-là, et à la fin donc d'un trimestre, ou dépendamment donc à quelle période on sort les bulletins. Donc dans les bulletins, on va voir une note globale par rapport à la présence, avec une pondération qu'on va associer donc à cette évaluation qui est la présence. Donc ça, c'est la façon donc de prendre les présences. Comme j'ai dit, c'est très très facile. On va revenir dans une autre partie au niveau des cours à distance ici. Par contre, tout de suite, on va se rendre dans une section ici. Donc ici, une section qui correspond à une semaine. Donc vous voyez ici un ensemble d'activités, de ressources qu'on peut insérer dans chaque semaine. Comment on fait ça? C'est facile. Donc l'enseignant, l'enseignante. Je continue ici de travailler avec un compte de manager, mais le menu il est le même pour l'enseignant, l'enseignante. Donc l'enseignant, l'enseignante va activer le mode édition. Donc une fois qu'on active le mode édition, on peut ajouter des activités, des ressources à n'importe quelle semaine. Donc si je prends ici, par exemple, je peux ajouter ici une activité, une ressource. Les activités, les ressources, il y en a plusieurs. Donc, je peux ajouter, par exemple, ce qui va être le plus utilisé. Donc, une activité, c'est un devoir, par exemple. Un devoir, ça peut être aussi simple qu'une note qui dit lecture de la page telle à la page telle du manuel de l'élève. Ou ça peut être un devoir d'écriture avec un document à rendre, donc c'est possible. Donc là, il va y avoir un document à attacher puis à rendre. Et chose aussi intéressante, c'est que les activités ici, les ressources, quand on les crée, on peut donner des instructions de différentes manières. Donc on peut les donner des instructions, on peut écrire les instructions, saisir ça par écrit. On peut enregistrer sa propre une audio, puis donner des instructions d'une manière vocale, en audio, en mode audio, ou on peut enregistrer même une vidéo. Donc tout ça c'est possible à travers le système pour pouvoir communiquer avec les élèves ou aussi communiquer avec les parents. Donc il y a toutes ces options-là. Donc, comme je disais, il y a différentes activités et ressources. Si on regarde ensemble, donc on peut créer des tests ou des quiz. On peut ajouter des URL comme ressources. On peut ajouter des fichiers. On peut ajouter des répertoires. On peut faire des sondages, des consultations. On peut ajouter des vidéos. On peut ajouter aussi des forums, des chats, comme je disais tout à l'heure. Une page, c'est... En fait, c'est un ensemble, mettons, c'est un ensemble de liens, de textes, d'images à propos d'un thème donné. Donc, on met ça tous ensemble, on les met dans une page, comme une page web à peu près, même concept. Donc, on les met dans une page, on en titre un titre à cette page-là. Puis donc, quand on ouvre la page, on a accès à tous ces éléments-là, tout ce contenu-là qui parle d'un sujet donné. Donc, encore une fois, on pourra pas explorer toutes les activités, ce qu'on peut ajouter, mais encore une fois, l'objectif à travers ces activités-là et ces ressources-là, c'est aussi d'avoir une interactivité avec les élèves et avec les parents. Donc, parce qu'on peut aussi bien aller utiliser, par exemple, feedback pour poser des questions ou un sondage, une consultation pour poser des questions aux parents. On peut mettre ça dans une note comme quoi c'est destiné aux parents, c'est aux parents de répondre et d'avoir ce feedback-là si on va avoir cette communication, cette interaction avec les parents ou avec, bien sûr, avec les élèves. Quand on ajoute une activité et une ressource, il y a beaucoup de paramètres de configuration. Exemple, si on ajoute un devoir, donc on a par exemple les dates
quand est-ce que on s'attend à ce que le devoir soit rendu, c'est quoi la date limite, bon, d'abord à partir de quelle date ils peuvent commencer à rendre le devoir, et c'est quoi la date limite, à quelle date l'évaluation doit être faite. Donc ça c'est pour rappeler, pour faire un rappel à l'enseignant, à l'enseignante. Donc il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi un autre paramètre de savoir est-ce que c'est une activité qui va être évaluée ou non. Donc par défaut, toutes les activités sont à être évaluées, mais on peut décider qu'une activité ne va pas être évaluée. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que le système, d'abord, donc il va créer l'activité. Il y a une notification aussi qui est envoyée aux élèves, et donc à travers les élèves, comme dit, donc aux parents, parce que généralement c'est le courriel des parents qui est utilisé. Deuxième chose, le système pour les activités qui ont des dates, donc ils vont être ajoutés automatiquement au calendrier donc de l'élève ou l'agenda comme on veut. Donc ça va être ajouté automatiquement parce qu'il y a une date. On va mettre une date de remise quand on a créé par exemple un devoir. Donc le système va prendre cette date de remise puis il va ajouter le devoir à l'agenda avec cette date-là. Puis la troisième chose, c'est que l'activité, donc comme je dis par défaut, les activités sont à être évaluées. Donc il y a une note, une évaluation qui va être faite. Donc le système comprend avec ça que il va ajouter ça au système d'évaluation, de notation, et par la suite aussi au bulletin. Puis on peut regrouper les activités. On peut regrouper toutes les activités de lecture, on peut regrouper toutes les activités d'écriture ensemble, faire des moyennes, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'une fois qu'on configure ça, le système lui-même va faire tous les calculs requis pour établir la note de chaque catégorie, la moyenne générale, la moyenne de la classe, etc. Donc, on va regarder ici, donc on a vu cet exemple donc d'activité qu'on peut ajouter pour chaque semaine. Et il y a la possibilité aussi de déplacer une activité. En fait, des temps qu'on n'a pas eu le temps de compléter toutes ces activités-là la semaine du 12. Donc, il n'y a rien qui empêche de la déplacer et de mettre ça dans la semaine du 19 ou 6 de la semaine. Un autre point qu'on peut regarder, ce sont les notes. Donc, on a parlé que quand on crée une activité, donc l'activité est automatiquement ajoutée. Donc, vous voyez ici, donc c'est le système d'évaluation. Donc, elle va être ajoutée automatiquement à ce système où on a ici la liste des élèves de cette classe. Et on a ici devant les différentes activités qui ont été créées. Donc, vous voyez ici que je disais qu'il y a la présence. Donc, il y a le nombre, les points sont calculés automatiquement au niveau de la présence parce qu'on a déjà donné le pointage. Donc, le système va pouvoir calculer, faire l'évaluation au niveau de la présence. Par contre, aux activités, là, bon, ce sont tous des exemples qu'on a utilisés, qu'on a donné des notes. Donc, quand il y a une nouvelle activité, on n'a pas encore des notes, j'en ai pas ici, on peut rentrer donc manuellement, comme ici on peut changer, donc on peut rentrer manuellement les notes pour chaque élève et le système va calculer lui-même donc la moyenne par activité. Donc, vous voyez ici c'est une lecture 1, ça c'est la moyenne de la classe, ça c'est ici on a les notes de chaque élève. Et on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, regrouper donc les activités par groupe. Ici, le groupe, tout ce qui est lecture. Et aussi, on peut aussi regrouper, par exemple, tout ce qui est écriture ensemble, les quiz ensemble, etc. Donc, un autre exemple aussi à mentionner ici, les quiz. Donc, si les quiz, parce qu'on indique c'est quoi les bonnes réponses, etc. Donc les quiz, c'est ce qu'on appelle une auto-évaluation, parce qu'ils vont calculer automatiquement le score ou la note de l'élève et ils vont aller rentrer ça automatiquement. Donc vous voyez ici, ça a été calculé automatiquement en fonction du nombre de tentatives, en fonction comment on utilise, est-ce que c'est la meilleure tentative, est-ce que la moyenne des 3 tentatives, etc. Tout ça, c'est des paramètres qu'on établit. Une fois qu'on a établi ces paramètres-là, le système est capable de faire l'évaluation par lui-même, donc parce qu'il va calculer
les bonnes réponses, les moyennes, et il va les assigner automatiquement à l'élève une fois que l'élève a terminé le questionnaire. Donc, voilà pour les notes. Et automatiquement, donc comme je disais tout à l'heure, ces notes-là, ils sont regroupées. Puis au niveau de l'élève, quand il va se connecter, il va pouvoir voir les notes si on décide de les afficher tout de suite. On peut aussi décider que les notes et les bulletins vont être affichés à une certaine date donnée. Et donc, c'est uniquement à partir de cette date-là que l'élève, et donc quand on dit l'élève, automatiquement le parent qui accède aussi au compte, ils vont pouvoir afficher et consulter donc les évaluations, consulter l'ensemble du bulletin. Donc ça c'est un choix, est-ce qu'on affiche les évaluations au fur et à mesure ou est-ce qu'on attend jusqu'à ce que toutes les évaluations soient là ensemble et puis les afficher dans le bulletin final. L'autre chose qu'on peut regarder, donc on a regardé les activités, les notes et les bulletins. Donc quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on a un système de badge. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est un système d'encouragement pour encourager les élèves. Donc on peut créer des badges. Donc vous voyez ici juste deux exemples. On peut en créer plusieurs. Puis on peut décider des critères d'attribution de ces badges-là. Donc ça peut être des critères comme ici, c'est comme complètement manuel, laissé à la volonté de l'enseignant, de l'enseignante, de décider quand est-ce qu'ils vont les attribuer. Comme ça peut être des critères automatiques ou automatisés. Par exemple, après 3 devoirs qui sont remis à date, donc on va décerner un badge pour l'élève automatiquement. Donc c'est une possibilité. Ou alors, comme toujours, une possibilité de laisser ça à l'enseignant, de décerner ces badges-là en fonction de ses propres critères. Et puis, dans le profil, quand un badge est décerné à un élève, donc l'élève reçoit un courriel, donc comme dit, donc si c'est l'élève, ça veut dire c'est le parent, généralement c'est l'adresse des parents. Vont utiliser un courriel qui leur dit que votre fils, c'est comme une fiche de mérite, je pense qu'on appelle ça. Votre fils, ou vous avez reçu tel badge, puis voilà pourquoi vous l'avez reçu, voilà les critères qui correspondent au badge. Donc il y a ce courriel-là. Puis aussi dans le profil de l'élève, il va y avoir ces badges-là qui vont être affichés dans son profil. Donc c'est un moyen pour encourager puis les élèves et donner une récompense pour les élèves selon certains critères. Il y a d'autres systèmes, il y a comme aussi un autre système de pointage. On gagne des points, plus on fait des activités, plus on gagne des points. Et donc puis il y a un classement au niveau de l'ensemble de la classe qui est fait, puis qu'on peut regarder, puis voir où est-ce qu'on est rendu. Donc il y a différents niveaux. Une fois qu'on a ramasser un certain nombre de points, donc on passe d'un niveau à un niveau supérieur. Tout ça, bien sûr, c'est configurable par les gestionnaires et les enseignants, les enseignantes, pour décider des niveaux, des points à gagner, où est-ce qu'on gagne les points, combien de points on va donner pour tel quiz, combien de points on va donner pour tel devoir, etc. Mais c'est une façon très très intéressante, là, comme je disais tout à l'heure, pour récompenser, encourager les élèves et puis les amener, les inciter à aller explorer ces activités-là. Donc, on a fait le tour pas mal donc de tout ce qui est gestion de ce qui se passe à l'intérieur d'une classe. Donc, on va revenir aux généralités, comme j'ai dit. Donc, on va finir avec cet aspect-là. L'aspect de ce qu'on appelle donc les cours à distance. Donc ici, il y a un module qui est inséré, qui est intégré à la plateforme. Donc comment c'est fait, c'est que il y a deux options. On peut programmer toutes les sessions à l'avance. Donc on peut avoir par exemple ici chaque lundi, donc vous voyez à 16h30, il y a des sessions qui sont déjà planifiées à l'avance. Ou alors, on peut planifier des sessions au besoin. Donc, juste, on demande d'ajouter une session, il va nous demander c'est pour quel jour, de quelle heure à quelle heure,
c'est qui va qui va le présenter. Donc, vous voyez ici, on voit le nom de qui va présenter. Donc, généralement, c'est un enseignant, une enseignante. Et ce qui se passe, c'est que puisque ce module de vidéoconférence, il est intégré à la plateforme de gestion de classe, il n'y a pas besoin d'envoyer une invitation. Donc là, les gens, parfois, ils sont surpris, ils disent, ah oui, il n'y a pas d'invitation. Non, il n'y a pas d'invitation qui est envoyée. C'est pas comme un Zoom à l'extérieur. Quoique, même Zoom, on peut l'intégrer à la plateforme, c'est possible. Et si on l'intègre à la plateforme, il va fonctionner de la même manière. Une fois que c'est intégré à la plateforme, ils ont déjà connaissance des participants. Donc, comme aussi, on sait qui sont les participants à la classe. Donc, quand un élève, il va se connecter, donc il sait qu'il a un cours, tous les samedis, c'est un cours virtuel qui commence à 16h30. Quand il va se connecter, il va voir que ici, il y a une salle de classe qui pour le moment, quand vous voyez le message, il dit, il n'est pas encore ouverte. Mais quand ça sera le 5 octobre à 16h30, la classe va être ouverte. Il va pouvoir juste cliquer sur se joindre. Il va pouvoir se joindre à l'outil de vidéoconférence. Comme je dis, les gens qui sont plus familiers avec Zoom, donc c'est comme l'équivalent de Zoom. Tant que c'est pas l'heure et c'est pas la date, donc c'est ce message-là qui est affiché aussi bien pour les élèves que pour l'enseignant, l'enseignante, pour dire que ça n'a pas encore commencé, donc on peut pas se joindre tant que c'est pas le jour et l'heure. Donc, il n'y a pas d'invitation qui est envoyée. Le contrôle de l'accès se fait à travers, comme je dis, le compte d'utilisateur du site. Donc, personne peut se joindre à la classe virtuelle s'il n'a pas déjà un compte et s'il n'est pas assigné à cette classe. Donc, il suffit pas d'avoir un compte parce que ça se peut que j'ai un compte, que je sois un utilisateur de site, mais je ne suis pas assigné à cette classe ici. Donc, si je suis pas assigné à cette classe, je peux pas me joindre à cette session virtuelle. Deuxième chose, c'est que quand quelqu'un, donc un participant à la classe, quand il va se joindre à la classe virtuelle, le système va pouvoir le reconnaître parce qu'on a l'information, on a le compte, donc on sait qui c'est. Donc parce qu'il y a beaucoup d'interactivité à travers l'outil. Donc sur l'occasion, peut-être qu'on va faire une autre vidéo. Je vais lancer l'outil, vous montrer l'interface. Donc il y a beaucoup d'interactivité. Donc on peut impliquer les élèves, par exemple, d'une manière collaborative, comme un tableau blanc, puis ils peuvent collaborer, écrire. Puis quand quelqu'un qui s'est joint à la classe virtuelle, il participe, on va voir son nom, puis on va voir son vrai nom, donc le nom de l'élève. On peut pas se joindre avec un pseudonyme ou avec quelque chose. Le système reconnaît qui c'est qui est connecté. Parce que quand je vais cliquer sur me joindre, il sait qui je suis, parce qu'il sait qui c'est qui est connecté en ce moment-ci. Et donc, il va utiliser ce nom-là pour identifier le participant. Donc, tout est transparent. L'autre chose aussi, c'est que cet outil-là, on a fait le choix de cet outil-là aussi parce que il donne un contrôle à l'enseignant. Donc, au présentateur qui est l'enseignant, l'enseignante, ils peuvent contrôler l'audio, ils peuvent contrôler la vidéo, ils peuvent contrôler qui parle, etc. On a l'option donc de lever la main virtuellement. Donc, il y a un bouton, on lève la main pour poser des questions. On peut avoir un chat avec l'ensemble de la classe, de tous les élèves, comme on peut avoir un chat privé avec juste un élève. On a pas mal d'autres options, là, comme je dis, qui sont vraiment faites parce que ça a été conçu pour un cours avec un enseignant et des étudiants ou des élèves. Contrairement à certains d'autres logiciels de vidéoconférence qui ont été conçus plus dans un mode de ce qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire tout le monde est équivalent, on est des collègues, on fait une rencontre de travail, puis tout le monde a pratiquement les mêmes droits, le même contrôle, généralement, sauf si on ajuste les paramètres. Donc ici, ça a été conçu pour une classe, donc le présentateur, il a une interface donnée, les élèves ont une interface un peu différente, donc ils n'ont pas le même contrôle que l'enseignant ou l'enseignante. Et l'enseignante, il a le contrôle sur qui parle
qui pose des questions, quand est-ce qu'on répond aux questions, quand est-ce qu'on lance une activité de collaboration, quand est-ce qu'on l'arrête, quand est-ce qu'on peut arrêter toute la session. Donc, il est vraiment en plein contrôle. Un autre élément, un autre exemple aussi d'intégration, quand je parle d'intégration, c'est que tout à l'heure, on a parlé des activités qu'on peut créer à l'intérieur d'une classe. Un exemple, je peux créer un quiz. Donc, il y a différentes façons d'utiliser le quiz. Donc, je peux assigner le quiz comme un devoir, et puis donc les élèves vont rentrer dans les quiz à travers l'interface de la classe. Ils vont cliquer dessus, puis ça va lancer le quiz. Ils vont pouvoir répondre, et comme j'ai dit tout à l'heure, le système va pouvoir comptabiliser les bonnes et les mauvaises réponses, faire une évaluation et tout ça. Donc ça se fait comme en mode qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire l'élève fait ça à côté, puis l'enseignante va recevoir les résultats. Mais si on fait une classe virtuelle, puis on fait ça, comme on dit, en mode live, et comme le module de vidéoconférence, elle est intégré avec la gestion des classes, donc il sait qu'est-ce qui existe comme activité. Donc, il est capable d'aller chercher le quiz et de le lancer live et que l'enseignante peut faire le quiz live avec tous les élèves. Donc, tous les élèves vont répondre live au quiz et l'enseignante va recevoir les résultats tout de suite. Il va pouvoir interagir avec les élèves, il va pouvoir contrôler l'avancement du quiz, etc. Donc, on n'a pas à faire un partage d'écran ou autre. C'est que l'outil va reconnaître les quiz qui existent déjà, qu'on a créés à travers les activités, et on va pouvoir aller lancer le quiz à travers l'outil et de le faire, donc de répondre au quiz d'une manière live et collaborative, interactive avec les élèves. Donc, il y a d'autres éléments aussi, comme je dis, d'intégration. J'insiste là-dessus, c'est ce qui fait la différence entre avoir un outil de gestion des classes et à côté un outil de vidéoconférence et on peut faire des partages d'écran, etc. Alors que ici, l'outil de vidéoconférence, il est intégré à l'intérieur du logiciel de gestion des cours et des classes. Mais comme je dis, ça prend une présentation à part pour montrer les autres fonctionnalités qui sont spécifiques à ce module-là qui est fait pour les classes virtuelles. Alors, on peut enregistrer les sessions, bien sûr. Donc, une fois qu'on a enregistré les sessions, elles deviennent disponibles ici à travers ce menu. Donc, ce qui fait que les élèves peuvent revoir la session. Si un élève, par exemple, qui est absent aussi, il peut revoir la session, il peut accéder ici puis revoir l'ensemble de la session. Il est possible aussi de prendre des notes, aussi bien l'enseignante que les élèves. Comme je dis, je vais m'arrêter parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités que j'ai envie d'en parler. Donc, on peut prendre des notes durant la session, puis une fois que la session est enregistrée, les enseignantes vont retrouver leurs notes, les élèves aussi vont retrouver leurs notes qui ont été enregistrées. Donc, ça couvre un petit peu rapidement pas mal la partie donc enseignement à distance, classe virtuelle. Je vais terminer avec ce que j'ai appelé l'espace Arclam pour vous montrer c'est quoi le support qu'on va vous offrir. Donc ça, c'est le site qu'on appelle le site central. Là-dedans, on a créé donc un espace qui s'appelle espace Arclam. Donc ça va être les gens qui vont accéder à ça, ce sont les enseignants, les enseignantes, les gestionnaires. Et ça leur permet d'avoir accès, donc, ici, on a 4 rubriques. Donc, la première rubrique, ce sont des formations. Donc, exemple, les choses dont j'ai parlé ici, comment créer des catégories, des nouvelles catégories, c'est quoi ce concept de catégorie contexte. Donc, on a une capsule vidéo qu'on a montée ici qui explique ces concepts-là, puis qui permet aussi, pas à pas, de voir c'est quoi les menus, comment créer une nouvelle catégorie, comment créer un cours, comment associer le cours à la catégorie, comment changer les paramètres de la catégorie du cours par la suite. On a aussi parler aussi de la création des cours. On a aussi la gestion des utilisateurs, comment créer un utilisateur, le profil d'un utilisateur, comment modifier un profil d'utilisateur. Et on a aussi la partie qui est plus, intitulée inscription au cours. En fait, c'est
comment on peut assigner manuellement. Donc je parlais tout à l'heure plus de la façon de faire l'assignation à travers un fichier Excel, de mettre le nom du cours, le nom de la classe devant le nom de l'élève, puis que le système, quand il va lire le fichier, il va faire l'assignation automatiquement. Mais on peut le faire aussi d'une manière manuelle, donc on peut assigner un utilisateur à un cours, que ça soit avec un rôle d'élève étudiant ou le rôle d'un enseignant ou enseignant assistant. Donc tout ça c'est expliqué ici comment on fait cette assignation. Puis on a d'autres capsules vidéo qui sont en développement puis qu'on va être ajoutées au fur et à mesure. Donc ça permet, en plus des formations qui sont données, permettre aux utilisateurs de la plateforme de revenir ici, puis de revenir peut-être sur un sujet en particulier, puis on peut pas se rappeler de tout. On peut revenir puis regarder pas à pas comment ça se passe. Il y a une autre section ici, c'est pour le support. Alors je vais passer rapidement. Donc en fait c'est un forum où on peut créer donc des entrées par rapport à une question de support et ça permet au fait de faire le coaching. Donc que ça soit de la part de notre équipe ou les utilisateurs entre eux. Donc ceux qui sont sur des forums de coaching, de support communautaire. Là, donc ils connaissent ce concept-là où c'est les utilisateurs eux-mêmes qui vont trouver une façon d'utiliser ou d'optimiser quelque chose. Donc, ils vont venir ici, puis ils vont insérer ça ici, ou alors ils vont peut-être aider les nouveaux utilisateurs en répondant à leurs questions. Mais c'est aussi un outil, nous, pour notre équipe, pour répondre aux questions et continuer donc le coaching. Si je reviens à l'espace, il y a une autre partie ici, ce sont des ressources. Donc là, ça permet de partager des ressources, tout ce qui concerne donc l'enseignement à distance, comme ici par exemple c'est un article comment organiser son espace de travail pour les cours à distance, ou des articles sur Internet sur l'enseignement à distance. Donc au fur et à mesure, donc tout le monde est appelé, si on trouve quelque chose d'intéressant, de venir ajouter ça ici. Puis ça devient une ressource qui est partagée avec tout le monde et puis que tout le monde puisse en profiter. Section nouvelles idées. Ici, si quelqu'un a une nouvelle idée ou il pense ou une question ou une suggestion de comment on pourrait utiliser la plateforme pour répondre à d'autres besoins, donc il peut venir poster l'idée ici, puis nous on va les regarder, puis s'il y a de l'intérêt par rapport à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de la plateforme. Donc, on va travailler sur cette idée-là, comment la concrétiser, puis comment ajouter ça à la plateforme. Donc, comme je dis, c'est un service, comme je dis, de formation, de support avec la plateforme, parce que notre but, c'est que vous puissiez tirer le maximum donc de cette plateforme-là, et qu'on puisse aussi améliorer la plateforme et au fur et à mesure, puis la faire évoluer en fonction des besoins. Donc ça termine cette présentation qui est un peu longue, je m'en excuse. Donc si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des idées à nous proposer aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous allez voir nos contacts sur la page de fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera un plaisir, Inch'Allah, de répondre à vos questions puis de discuter avec vous concernant cette plateforme. Donc voilà, salam alaikum et à la prochaine.